Bienvenue dans Startup Story. C'est le deuxième numéro de cette toute nouvelle émission dédiée à la découverte de startups bruxelloises. Et aujourd'hui, ce sont les projets innovants en matière de mobilité qui sont à l'honneur avec nos invités. Ils sont 4. Il y a d'abord Renaud Sarrazin, cofondateur d'Urbike. Bienvenue. Bonjour. À vos côtés, il y a aussi Martin Maillon, fondateur de MyDonkeyVan. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Thomas Hermine, cofondateur de Stumling, est à table avec nous. Et puis Arthur Andruskiewicz, cofondateur de Decarbone. Bonjour à tous. Alors vous le savez, avant de démarrer cette émission, je vous ai demandé un petit exercice de vous préparer mentalement à faire ce qu'on appelle le pitch de votre entreprise, c'est-à-dire expliquer en 20 secondes ce que vous faites. Et c'est Renaud qui accepte de s'y coller pour Urbike. On vous écoute. Alors, Urbike est une société coopérative bruxelloise de cycle logistique qui a pour ambition de transformer la mobilité urbaine afin d'accélérer la transition vers des villes durables et humaines. Et pour ce faire, on développe 4 grands métiers: la livraison de marchandises, la consultance en transformation logistique, la formation et la vente de matériel. Et le chrono s'arrête, c'est magique. C'est un exercice que vous aimez bien faire, ça, pitcher? Ouais, on est un peu rompu à l'exercice. Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes rompu également autour de la table à cet exercice? Ça vous stresse un peu là de passer à... Chaque fois dans des formats différents. Donc, On s'adapte peut-être à son public. Alors le deuxième qui va pitcher, c'est vous, Martin Maillon, pour MyDonkeyVan. On vous écoute. Alors MyDonkeyVan, c'est un service de location et d'aménagement de vannes aménagées. Et l'idée, c'est d'offrir des micro-aventures pour découvrir notre belle Belgique à bord de vannes légendaires ou insolites. Donc voilà, j'étais un peu rapide, mais... Oui, ça va, il vous reste 8 secondes. Alors vous avez choisi un nom anglais, hein, vous n'êtes pas le seul, Urbike aussi. Pourquoi MyDonkeyVan? Ouais, je crois que, moi, c'est plutôt Donkey qui était intéressant, parce que c'est l'âne en anglais. Oui. Et l'âne a toujours été utilisé pour transporter du matériel pour les nomades. Et je crois que ça faisait un bon lien avec le van, qui est un outil de voyage. Et un mode nomade, comme vous dites. Alors on poursuit nos petits pitch avec Thomas Hermine, cofondateur de Stumling. On vous écoute. Alors Stumling, c'est une start-up bruxelloise qui veut apporter la mobilité du futur à tous et partout. On le fait à la fois avec des outils pour les voyageurs, les utilisateurs de transports en commun, avec des écrans interactifs. On travaille aussi avec des applications mobiles qu'on fait pour les transporteurs. Et on le fait aussi petit à petit avec les sociétés, avec des outils pour mieux comprendre leur mobilité et celle de leurs employés. Parfait, il reste 1 seconde. Stumling. Alors là, on a l'impression d'entendre du bruxellois, même si c'est lié à l'anglais. Oui, c'est ça le jeu. Hein. On a voulu donner un côté américain au nom, parce que une start-up a souvent un nom en anglais, mais tout en donnant un côté très local avec la référence, évidemment, en Stumling. Voilà, c'est ça. Dire en cachette. Tout Mais à fait. vous voulez être bien visible aujourd'hui, on l'a bien compris. Alors Arthur, pour Decarbone, c'est à vous. On vous écoute. alors Decarbone, c'est un projet qui vise à convertir les véhicules aujourd'hui essence et diesel principalement à l'électricité. On le sait, les restrictions augmentent pour ces véhicules essence et diesel au sein des villes. Le but est de conserver ce véhicule au lieu de le mettre à la casse et au lieu de reproduire un véhicule électrique équivalent, de le conserver, de le convertir à l'électricité. On retire toute la partie motrice originale pour y mettre tout un système électrique. Parfait. Alors, pas facile de pitcher. Est-ce que c'est important d'avoir un bon pitch pour peut-être démarcher des investisseurs, vous pensez, Arthur? Je pense que le cœur doit y être avant tout. Si on n'a pas cette passion, cette obsession même pour son projet, elle ne sera pas communiquée non plus à l'investisseur. Je pense que l'investisseur, au-delà du rationnel, il a aussi cette envie de participer à un projet futuriste et innovateur. Vous êtes d'accord, Renaud? Oui, tout à fait. Je crois que la passion, c'est une valeur fondamentale. C'est une des 3 valeurs d'Urbike d'ailleurs, à côté de la qualité et du respect. Donc nous, c'est vraiment important. Et puis je crois qu'on incarne nos entreprises, on incarne nos projets de société. Et ça peut faire une différence. On parle d'investisseurs, mais pour des clients, pour éventuellement des coopérateurs ou des citoyens. Et vous aussi, vous êtes d'accord, les deux gars? Tout à fait. Évidemment. Oui. C'est un exercice aussi auquel vous rompez facilement ou justement, en fonction de la personne qui est en face de vous, vous changez? Ça s'apprend. Ah oui. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un incubateur qui a beaucoup aidé pour ça. Mais c'est pas non plus très facile pour moi, mais on apprend. Oui, ça s'apprend, on est d'accord. Oui, ça s'apprend, ça se rôde. Je pense aussi que quand on a une ADN forte, un message fort, en fait, le pitch s'écrit un peu tout seul et se décline un peu comme on veut.
Alors justement, hein, ça s'apprend, vous l'avez dit Thomas, vous l'avez dit plutôt Martin, votre projet, vous l'avez dit, il est né finalement d'un projet de fin d'études. Vous êtes peut-être celui qui a démarré votre projet le plus récemment, il n'y a même pas un an. Puis l'incubateur, c'était un moment important pour pouvoir vous lancer. Racontez-nous un peu la naissance de My Donkey Van. Moi, j'étais en design industriel, donc j'ai fini ça il y a 2 ans, je pense. Et donc je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je voulais continuer sur mon projet de fin d'études qui était sur le tourisme alternatif et l'aménagement de vannes. Et donc je me suis dit ok, on va se lancer là-dedans. Et donc j'ai fait une formation en entrepreneuriat à distance. Et puis j'ai eu de la chance d'intégrer le Start Lab de Solvay. Et là c'était vraiment un boost parce que ça a donné plein d'outils pour débuter que j'avais pas spécialement en design, quoi. Par exemple, en design on apprend à faire du design, mais pas spécialement à être entrepreneur. Donc ça m'a beaucoup aidé. Alors le kick, hein, il ne vient pas forcément des potes ou des études. Parfois, c'est le beau-père qui vous donne ce kick. Pour des carbones, Oui, je me sens utilisé. c'est né d'un conflit avec votre beau-père. Effectivement. Moi, d'origine, je travaille dans la mobilité électrique, donc j'étais d'office biaisé par mon travail. Et pareil pour le deuxième cofondateur qui est Julien Masson, il travaille dans cet environnement très New Energy, etc. Et le troisième, en fait, qui est mon beau-père, avec qui on avait l'habitude d'avoir des débats assez houleux à ce sujet-là, qui lui est plutôt collectionneur, qui ne comprend pas l'intérêt de sacrifier sa petite Polo, certes hors norme, mais encore en bon état, pour passer à la mobilité électrique. Et donc, voilà, il en est sorti que simplement le plus cohérent, c'était de conserver ces véhicules et les mettre simplement en phase avec les ambitions, au lieu de les envoyer à la casse. C'est quand même tout un patrimoine, toutes des ressources qu'on met à la casse et qu'on vient rechercher ailleurs par la suite. Donc la conversion, c'était un peu la solution cohérente qui est sortie de ces débats. Et rassurez-moi, vous êtes toujours en bon terme avec lui? De mieux en mieux, du coup. Alors justement, il y a parfois la mobilité, on le disait tout à l'heure, hein, c'est une vraie passion. Vous avez toujours aimé combiner mobilité, technologie. Comment êtes-vous entré dans l'aventure Stumlink? Alors moi, l'aventure de l'entrepreneuriat, elle a commencé il y a 10 ans, à un moment où on n'utilisait quasiment pas en fait, les technologies au sein des transports en commun. Il faut imaginer qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de temps réel, on ne savait pas quand son bus était en retard, etc. J'ai toujours été assez captivé par à quel point on pouvait améliorer la mobilité par la technologie. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a d'une part la voiture et de l'autre part la mobilité, juste le transport en commun tout seul, et que c'est deux modes qui s'opposent un peu. Et en fait, moi, j'ai toujours eu la conviction qu'au contraire, il y a d'une part la voiture toute seule, et de l'autre côté, on combine plein de modes. Et ce n'est possible de combiner plein de modes que si on a une application qui nous explique précisément, qui nous guide vraiment précisément. Mais il y en a beaucoup des applications. Qui utilise une application de mobilité autour de cette table? Alors, est-ce que c'est Stumlink? Non, moi j'utilise des applications pour les déplacements à vélo, beaucoup. Oui. Puis j'ai une application Cambio pour des véhicules partagés. J'ai une application pour le train. Bref, j'en ai Vous plein aussi, en fait. d'autres applications Pareil, diverses applications, que ce soit pour le vélo, le train, la Stib. Donc j'ai envie de dire, comment Stumlink alors finalement sort du lot et comment se battre dans cette jungle? C'est pas un secteur facile. Il y a un facile. paquet d'applications. Il y a Google Maps, il y a Citymapper, il y a Moovit, il y a les applications des transporteurs. Nous, ce qu'on fait, c'est améliorer les données en amont. C'est s'assurer que ce soit dans Google Maps ou dans Citymapper ou dans une des dizaines d'applications, on sache que le bus il est en retard de 1 minute et pas 2, ou que l'arrêt est déplacé de 200 mètres à tel endroit. C'est vraiment travailler sur la donnée. Ce qu'on essaye de faire, peu importe en fait l'application qui utilise ces données. Alors la plupart d'entre vous ont fondé ces startups avec d'autres personnes, c'est le cas notamment de vous, Renaud. Le modèle de la coopérative aussi, c'est important pour votre startup, expliquez-nous. Oui, alors nous, on a cofondé Urbike à 3 avec Delphine Lefebvre et Philippe Lovens en 2018. Et en fait, on a cofondé Urbike en répondant à un appel à projet bruxellois sur de la transformation de la mobilité à Bruxelles. Et donc, on a répondu à cet appel à projet en proposant d'étudier et d'expérimenter des nouveaux modes de distribution en centre-ville pour remplacer des camionnettes par des vélos cargo. Grosso modo, je résume. Et très vite, à côté de cette innovation logistique qui implique beaucoup de changements et voilà, une assez forte technicité, on a effectivement voulu combiner cette innovation logistique à un projet de coopérative. Car pour nous, la forme de l'entreprise et surtout les enjeux sociaux qui sont liés à la forme coopérative étaient vraiment importants. La logistique, c'est un secteur qui est très compétitif. La livraison à vélo, c'est un secteur où les travailleurs sont souvent malmenés. Et pour nous, c'était vraiment important de pouvoir créer un projet de coopérative qui inclut ces travailleurs, qui s'ouvre aux citoyens et qui soit vraiment un projet sociétal porté par beaucoup de monde.
Et aujourd'hui, on est très heureux d'avoir fait ce choix parce que ça a énormément d'avantages. Alors ce changement, hein, cette envie de changer la société, je pense qu'elle vous traverse tous les quatre. Mais parfois, c'est pas facile aussi de faire grandir ces idées. Les levées de fonds, les bourses, c'est quelque chose de très important. Maïdonk Van, lorsque vous avez décidé cette idée, il a fallu quand même 1 an de travail. Et puis, c'était un peu la galère, on peut le dire, pour trouver des investisseurs ou pas? Moi, j'ai pas vraiment cherché. J'ai eu la chance d'avoir l'aide des Friends Family in Full, c'est comme ça qu'on dit, des parents, des entourages. Et parce que je me sentais pas prêt de demander des investissements à haute échelle. Et donc, je voulais commencer petit. Là, par exemple, j'ai que 2 vannes, mais je voulais commencer plus soft parce que j'étais pas encore, j'avais pas l'habitude de ce milieu-là. Et donc j'ai pas fait encore de levée de fonds. Mais c'est quelque chose qui vous fait peur? C'est quelque chose qui... Ouais, c'est de l'inconnu, ouais. Comment faire? Alors, messieurs, qui peut donner un truc et qui peut parler son expérience pour partager son expérience? Nous, on a mis Thomas? longtemps aussi avant de faire notre première levée. Hein. La première levée, c'est il y a 1 an et demi, alors que ça fait plus ou moins 10 ans qu'on travaille dans la mobilité. C'est vrai que c'est beaucoup d'inconnus. Et puis un jour, tu te rends compte que tu peux faire une levée avec 10 slides et quelques chiffres et ça décomplexe très vite, quoi. On est aussi on voit que le secteur mûrit beaucoup plus. Il y a de plus en plus d'accompagnateurs, d'incubateurs, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus aussi d'investisseurs qui savent ce que c'est une start-up, qui savent comment investir. Donc je pense que c'est plus facile qu'avant. Les mentalités changent. Et puis, vous parlez d'incubateur et puis de levier. Innoviris, c'est un point commun entre vous deux. Je pense que tous les deux, vous avez fait appel à cet institut qui encourage la recherche et l'innovation. Peut-être d'abord avec vous, Renaud, comment avez-vous pensé à Innoviris pour vous soutenir? Nous, en fait, c'est très simple. Avec Philippe et Delphine, on travaillait ensemble dans un laboratoire, un bureau d'études en mobilité urbaine, en mobilité des marchandises. Ça s'appelait Citylab. Et donc, c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on a formé un trio magique. Et en fait, c'est au sein de Citylab qu'on a été au courant de cet appel à projet d'Innoviris. En fait, je travaille 7 ans dans la recherche, dans un centre de recherche, à l'université, etc. Donc, voilà, c'est un peu mon ADN, ces projets de recherche et de développement. Et du coup, en fait, assez vite, c'est en remettant un dossier qu'Innoviris nous a dit c'est très prometteur, créez votre coopérative maintenant. Et donc, nous, c'est tout l'inverse. On a créé la coopérative avec rien d'autre qu'une promesse qu'on allait monter un projet. Et tout de suite, on a fait une levée de fonds. Donc, nous, on n'a pas attendu. Fantastique. Ouais. Et là, moins de 2 slides. Moins d'un rapport, moins d'un projet, quoi. Oui, ça, c'est fantastique. Et via la forme coopérative, on s'est aussi adressé à nos amis et à notre famille pour faire une première levée de fonds de citoyens, mais qui faisaient partie de notre réseau. Et ça, la forme coopérative nous a encouragés. Parce que du coup, on avait des actionnaires qui n'étaient pas des grands investisseurs, c'était presque plus simple. Et puis en fait, très vite, on se sent énormément soutenu. Quand d'un coup, on passe de 3 à 133, ça donne énormément d'énergie. Et ça apporte du crédit, comme certaines bourses. Décarbone, vous êtes lauréat du Green Lab. J'imagine que ça a été un moteur. Et puis, Innoviris, c'est un but à atteindre ou vous êtes en... Alors en fait, on a tout d'abord commencé par Innoviris. Il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a vraiment plein d'outils pour l'entrepreneuriat. On est vraiment chanceux à Bruxelles d'avoir tous ces outils-là. Il faut rechercher un peu au début. C'est pas trop, à un moment donné, est-ce qu'on s'y perd pas quand je pense... Mais il y en a beaucoup, mais heureusement, il y a aussi une entité qui vient fédérer un peu tout ça et qui vient rediriger. Par exemple, le 18-19, où on a vraiment des phares, si je puis dire, qui viennent nous rediriger là où il faut. Et nous, on a commencé par Innoviris parce qu'on avait un projet qui commençait dans la R&D, donc recherche et développement. Et il faut des fonds pour ça. Sauf que Innoviris finance bien, mais il faut aussi amener sa propre part. Et pour ça, il faut soit lever des fonds, soit aller chercher ailleurs des sponsors ou quoi. Le gros avantage pour les entreprises durables maintenant, c'est que les sociétés sont de plus en plus à la recherche de CSR, donc de responsabilité sociétale, de montrer et d'investir dans des projets durables. Et du coup, nous, on a été financé par Greenfish, qui est une société qui s'engage beaucoup dans la durabilité, qui nous a permis ensuite de s'engager dans Innoviris, qui ensuite nous a permis de s'engager dans Green Lab. Et donc, c'est une succession. Vertueux, oui. Ça doit vous inspirer, le durable, vous y pensez, vos vannes, ils sont équipés de manière durable, vous essayez en tout cas de recycler certaines choses. C'est pour ça que je fais du vintage. J'essaie de pas acheter du neuf, parce que je trouve que la valeur aussi du van vintage est plus importante. Mais la durabilité, c'est une question c'est très difficile. Surtout quand on loue des vannes, je trouve que c'est un peu compliqué de partir de ce sujet-là. Mais après, je trouve que la location, c'est une des solutions.
parce qu'on n'a pas besoin d'acheter un van, on peut le louer et se donner des solutions. De ce qu'on Mais pour appelle l'instant, je ne me concentre pas à fond dessus. Oui, on rappelle, vous êtes au démarrage aussi, Ouais. donc chaque chose en son temps. N'empêche, un démarrage qui a pu être freiné pour certains par la crise sanitaire, hein, quand on parle de mobilité et qu'on voit un petit peu tout ce que la crise a emmené avec elle. Je reste avec vous, Maïdoc Evan, avec vous, Martin. Les gens peuvent à nouveau voyager. Ça a dû être un soulagement pour vous, pour votre entreprise. Oui, ça a eu un impact positif parce que le van est devenu hyper populaire en même pas 2 mois. Je pense que l'été passé, c'était la folie. Et là, c'est vrai que le confinement a un peu limité les déplacements. On ne pouvait pas aller au restaurant, ce qui est assez chouette aussi. On ne peut pas aller voir des lieux culturels. Je crois que c'est un peu limité, mais là, à la fin du confinement, là, il y a un boom assez impressionnant. Donc la crise, on l'a compris, c'est aussi de nouvelles habitudes. Et chez Urbike, on l'a bien vu, hein, puisque voilà, les modes de consommation changent. Et vous aussi, cette crise a été une ouverture pour la start-up. Oui, tout à fait. Nous, la crise a accéléré notre croissance. En fait, on a dû consentir à faire des investissements qui n'étaient pas vraiment prévus en 2020. Et on a tout notre portefeuille client et tout notre segment d'activité qui a été assez bouleversé aussi. On faisait beaucoup de services en entreprise. Je pense que Stoomling pourrait aussi en parler. Ça a été un sacré impact. Et effectivement, il y a eu une explosion de tout ce qui était B2C, énormément de commandes à domicile. Et donc, on a plein de nouveaux clients qui sont arrivés chez nous l'année dernière et qui nous ont permis du coup de grandir sur des nouveaux secteurs. Donc, on s'est outillé différemment. Et ça, je crois que c'est une des grandes forces des startups, c'est cette capacité de pivoter, de s'adapter vraiment avec ses outils et ses compétences à des nouveaux marchés, à des nouveaux besoins. Et nous, pour le coup, ça a été un effet d'accélérateur gigantesque. On a multiplié par 400 les livraisons qu'on faisait en février 2020 contre février 2021. Donc c'était beaucoup d'accélérateurs. Stoomling, vous avez eu peur, vous, que ce soit un frein pour votre application, puisque les gens en télétravail, forcément moins d'un after susceptible de l'utiliser. Oui, tout à fait. Ben, nous, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça a été un frein sur le court terme. Par contre, sur le moyen long terme, on pense que ce sera plutôt un accélérateur. Si on regarde, à mon avis, les 5 prochaines années, in fine, on y gagnera. Pourquoi ? Parce que les gens ont pris d'autres habitudes de mobilité, que les entreprises se sont aussi rendues compte que il y avait un autre rapport au travail possible, que le télétravail généralisé ne bouleversait pas tant que ça le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, la transition vers une mobilité plus douce et plus durable se fera aussi plus rapidement, je pense, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être possible et envisageable de laisser venir les employés 1 heure plus tard ou 2 heures plus tard pour éviter l'heure de pointe, par exemple. Donc, in fine, je pense qu'on y gagnera. Alors, Décarbone, pour vous, Arthur, on est d'accord, vous êtes encore dans la partie développement et recherche, donc l'impact, il a été limité. Par contre, une information qui n'a laissé personne indifférent, c'est celle décidée par le gouvernement bruxellois d'interdire les voitures diesel et essence dans la capitale d'ici 2035. On rappelle l'objectif, diminuer les gaz à effet de serre de 40% en 2030 par rapport à 2005, mais aussi mettre notre capitale sur le chemin du zéro carbone pour 2050. Ça a été une révélation pour vous ? Pas tant une surprise. Disons que les objectifs climatiques ont été fixés assez haut et il faut des mesures pour respecter ces objectifs. Et pour le moment, on était un peu en manque de ça. Donc finalement, cette annonce était plutôt cohérente et logique. Et ce qui nous convient très bien parce qu'il faut changer cette mobilité absolument. Et effectivement, ce confinement n'a pas été un accélérateur pour nous dans la vente ou quoi, parce qu'on n'est pas encore à ce stade-là. Mais je pense que c'est le moment parfait pour repenser à la mobilité des gens. Et les gens qui ont l'habitude du homeworking peuvent enfin reprendre le vélo. Le vélo a fait un boom. C'est génial, les gens changent leurs habitudes. Et pour nous, 2030-2035, il est évident qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous serez prêt avec votre produit ? Parce qu'on le rappelle, l'objectif, vous, c'est de créer vraiment un outil qui permet de passer à l'électrique, n'importe quel véhicule. Oui, alors plus spécifiquement les véhicules utilitaires. Pour l'instant, oui. Parce qu'on se focalise principalement sur le milieu urbain, parce qu'on pense que c'est là où c'est le plus cohérent pour la voiture électrique. C'est là où l'autonomie est la moins contraignante. Il faut des petites distances. Vous pouvez passer une journée dans Bruxelles. Si vous faites plus que 50 ou 100 km, franchement, ce serait étonnant. Je vous le déconseille d'ailleurs. Et puis surtout, c'est là aussi où le véhicule électrique performe le mieux, mais de loin, comparé à un véhicule thermique qui lui passe son temps en feu rouge, allumé, à tourner, ou bien il y a ce système de start and stop, mais c'est là où il pollue le plus. Donc on se dit c'est là où c'est la valeur ajoutée la plus grande, c'est en milieu urbain. Et le véhicule utilitaire sera toujours nécessaire pour le transport de personnes ou des bus, ou le transport de passagers ou de biens. Mais voilà, il faudra trouver sa bonne niche.
nous pensons que le véhicule particulier est voué à disparaître à Bruxelles in fine, ou du moins à réduire fortement. Oui, mais donc ça veut dire quoi quand vous entendez cette annonce-là? Est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi pour peut-être grandir plus vite et aller avec votre projet, frapper à d'autres portes? Vous y avez pensé? Alors plus vite, je dirais même, il faut qu'on soit prêt bien avant, parce que 2030 c'est loin finalement. Donc on compte être prêt pour 2023 et pouvoir vraiment avoir une croissance organique, pour pas non plus se brûler les ailes, mais prendre de l'expérience sur le terrain et ensuite se développer petit à petit. Mais c'est clair qu'on compte bien sur ces objectifs climatiques pour pouvoir également trouver sa place. Alors, messieurs, comment avez-vous réagi, Thomas, par exemple, à l'annonce du gouvernement bruxellois? Est-ce que c'était une bonne nouvelle aussi pour votre entreprise? C'est évidemment une bonne nouvelle pour notre entreprise, plus largement que ça. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Bruxellois et pour Bruxelles. C'est assez amusant parce que quand on est dans le monde start-up et même plus globalement, quand on voit comme les choses ont pu évoluer très vite les 12 derniers mois, entendre dire qu'un objectif en 2030 ou 2035 est trop ambitieux et trop rapide, c'est un peu fou, c'est dans 9 ans, c'est dans 15 ans. Donc je pense que quand on voit comme Bruxelles a changé les 5 dernières années, on va poursuivre sur ce changement et en fait cette interdiction se fera assez naturellement, je pense. Oui, mais en même temps, là, vous prêchez un peu pour votre chapelle, mais quand on pense aux possesseurs d'automobiles, et je pense aussi à vous, Martin, est-ce que ça change la donne pour une entreprise comme la vôtre qui finalement travaille avec des véhicules utilitaires, certes, mais pas forcément... Ça n'impacte pas tellement puisque on ne va pas vraiment en ville avec un van, on va plutôt aller dans la campagne, aller se dépayser. On va pas aller dans Bruxelles avec un van aménagé, je pense que c'est pas... Sauf s'il faut le dépanner, par exemple? Oui, mais après, je pense pas que ça soit très utile. Mais les camping-cars ne sont pas... il n'y aura pas de limite aux camping-cars parce que ce n'est pas un véhicule qu'on utilise tous les jours. Vous avez regardé, donc ça vous a quand même un petit peu inquiété par rapport à votre business? Oui. Et donc vous êtes rassuré parce que ça ne touche pas les mobilhomes ou les camping-cars? Donc pas d'inquiétude plus que ça? Non. Renaud Sarrazin, en tout cas Urbike, j'imagine qu'il applaudit la mesure, ou en tout cas ça offre une fois de plus des perspectives à votre business? Disons que face à l'urgence climatique, je pense qu'effectivement on ne peut pas se satisfaire de demi-mesure. Donc là-dessus on peut applaudir effectivement le fait qu'on va pleinement et de façon assez ambitieuse dans des mesures assez restrictives. Ensuite, quand on pose des restrictions, il est important d'accompagner des solutions. Et là-dessus, je dois dire que c'est vraiment le projet d'Urbike, c'est d'offrir une solution à la distribution de marchandises en ville. Et donc, à titre professionnel, ça ne va pas nous avantager plus que ça, je pense. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des transporteurs. On a besoin que les marchandises arrivent quand même en ville pour que nous, on puisse s'occuper du dernier kilomètre. Et donc ça, je pense, c'est assez important. On ne s'oppose pas du tout aux flux thermiques ou motorisés. On a besoin d'eux. Mais c'est important de les rationaliser. Ouais. Mais en termes de santé pour vos travailleurs? Ça, c'est sûr. On a vraiment l'objectif de transformer la ville et de jouer sur la qualité de l'air. Donc nous, c'est vraiment important. Toutes les mesures qui permettent d'améliorer la qualité de l'air, c'est vraiment des mesures qu'on va soutenir et qui, je trouve, mettent en lumière les initiatives comme la nôtre où on prouve qu'on peut être une entreprise très compétitive, très efficace, vraiment un acteur de premier plan à Bruxelles sur des segments logistiques qui sont assez importants, tout en ayant des vraies valeurs sociétales et un vrai projet de société d'amélioration de la qualité de vie en ville. Et donc, voilà, pouvoir prouver que c'est possible de combiner les deux, si ça passe par ce type de restrictions-là, tant mieux. On le comprend, les défis sont nombreux et vous avez tous envie de grandir. On fait un rapide tour de table pour conclure cette émission, parce que j'ai envie de savoir, les uns et les autres, quel est maintenant l'objectif à court terme pour votre entreprise? Quel est votre objectif, Arthur, pour Decarbone? Pour nous, c'est finir. On va avoir un sujet cohérent. On l'a trouvé. Maintenant, on va avoir un produit cohérent et solide. On ne veut pas foncer sur le marché. On veut vraiment proposer quelque chose qui a du sens à tout point de vue. Donc, c'est développer pendant l'année qui suit encore le projet pour qu'il soit vraiment bien abouti et ensuite le proposer sur le marché. Mais donc, quelque chose de cohérent ou rien. Développement à 100% dans l'année qui vient. Et pour Stomling, l'année qui vient, elle sera dédiée à un nouvel outil? Non, le même objectif que ces 10 dernières années, améliorer le confort de nouvelles formes de mobilité par plus d'infos. Alors très concrètement, oui, un nouvel objectif, c'est utiliser la prédiction et les capacités d'intelligence artificielle pour améliorer justement tous ces outils, en pouvant même prédire l'impact d'un incident sur le réseau, par exemple. Alors Mindunk et Van, vous êtes à 2-3 vannes maintenant. L'objectif, multiplié par 2? Oui, exact. Oui. Ouais, c'est ça. Et après, c'est aussi de rendre l'expérience la plus agréable possible pour les clients et d'offrir une offre, enfin, faire une offre plus personnalisée avec parfois des partenariats avec des lieux touristiques en Belgique, des brasseries, des lieux culturels, et donc essayer de faire découvrir plus la Belgique. Donc ça, c'est le but premier.
Alors Urbike, on l'a entendu, vous avez déjà multiplié par 4 vos déplacements, ou en tout cas votre transport. Vous ne pouvez pas faire mieux pour le moment, ou si encore? Si. Si, on est dans une phase de croissance. Donc là, on a des fondations très solides sur nos différents métiers. Donc voilà, on a connu 3 premières années très positives. Et donc là, on va accélérer cette croissance-là. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur une nouvelle levée de fonds, début d'année prochaine. Et donc, en tant que coopérative, tous les citoyens peuvent bénéficier de cette levée de fonds, enfin en tout cas devenir coopérateurs. Le message est passé. Je vous encourage à venir. Ouais. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé tous les 4 votre passion avec nous. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau Startup Story. À très bientôt.